Après la rafle menée hier matin dans les milieux islamistes algériens en France, le parquet demande la prolongation de la garde à vue de 3 responsables interpellés hier. Les enquêteurs affirment avoir découvert des documents très intéressants. Nouvelle perturbation dans le ciel français avec une grève à Air Inter à Orly. Au procès de Jean-Marie Villemain à Dijon, les débats confirment que l'enquête a été menée en dépit du bon sens. Madame, Monsieur, bonsoir. Après la rafle déclenchée hier matin dans les milieux islamistes algériens en France, une dizaine de personnes interpellées sont toujours interrogées. Ce soir, la section antiterroriste du parquet de Paris a demandé la prolongation de la garde à vue de 3 Algériens. On murmure d'autre part chez les enquêteurs que l'on aurait retrouvé chez un islamiste une copie de la lettre ultimatum remise à l'otage Michel Thévenot avant sa libération en Algérie. Le point tout de suite avec Michel Fine et Gilles Doblard. La garde à vue du président de la fraternité algérienne en France, Jafar El-Ouari, sera prolongée. Les policiers ont en effet trouvé chez lui des documents pour le moins compromettants. En particulier, le numéro de fax d'un journal londonien. C'est en effet auprès de ce journal qu'avait été revendiqué l'assassinat des 2 géomètres français tués en Algérie. La garde à vue de Moussa Kraouch, porte-parole de la fraternité algérienne, sera également prolongée. À son domicile, la PJ a là aussi saisi des documents. La liste des correspondants de la fraternité algérienne dans le monde, mais surtout un fax de la lettre que détenait à sa libération l'un des otages enlevés en Algérie, Michel Thévenot. Ce texte, rédigé par les ravisseurs, est un avertissement aux étrangers vivant en Algérie. Quittez le pays, on vous donne 1 mois, toute personne dépassant ce délai sera tenue pour responsable de sa mort. Interrogé sur ce texte, Moussa Kraouch s'est défendu en disant que c'était un journaliste qui le lui avait donné. La 3e mesure de prolongation de garde à vue concerne un personnage considéré comme un activiste du Fils en France. Abdelhak Boudjadar a été arrêté mardi près d'Orléans. Cette fois, les enquêteurs ont saisi chez lui des composants électroniques qui pourraient être utilisés dans la fabrication d'engins explosifs. Vendredi, El-Ouari, Kraouch, Boudjadar seront mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste avant d'être assignés à résidence en France. Si elle n'est pas miraculeuse, la pêche des policiers est donc intéressante. Ici ou là, ils ont tout de même trouvé une liste de gens à abattre, un manuel américain pour piéger des objets, enfin quelques armes, mais sans grande importance, 3 fusils 22 longs rifles et un pistolet de même calibre. Rencontrant des journalistes peu après, Charles Pasqua a hésité à confirmer formellement cette information sur la découverte d'armes. Pour le moment, nous sommes dans le cadre d'une information judiciaire qui doit aller à son terme. Un certain nombre de documents ont été saisis, ils sont exploités. Des armes. Nous verrons, oui, des armes. Je vois que vous suivez ce qui se dit à la télévision, y compris quand c'est pas vous. Donc, nous irons au terme de ces procédures et à ce moment-là, nous verrons bien les mesures qui doivent être prises. Entre-temps, un certain nombre d'assignations à résidence ont été décidées. Elles seront appliquées. Et des répercussions, des représailles éventuelles, vous n'en craignez pas de la part des terroristes éventuels? Nous sommes en charge de la sécurité des personnes et des biens, à la fois sur notre territoire et à l'extérieur. À l'extérieur, c'est aux gouvernements étrangers à assurer la sécurité de nos ressortissants. En France, c'est à nous à le faire. La communauté musulmane qui est installée en France, la communauté musulmane d'origine étrangère, de même que les Français musulmans qui pratiquent cette foi, n'ont rien à craindre. Ils sont dans le cadre de notre système qui garantit la liberté du culte. Ils ne sont donc pas concernés. Mais il n'est pas question pour nous d'accepter qu'un certain nombre d'organisations, d'associations qui se prétendent cultuelles, en réalité, utilisent leurs associations à d'autres fins. Et notamment pour implanter sur notre sol des bases arrières, des bases arrières d'organisations intégristes qui peuvent se livrer ailleurs, voire même sur notre sol, à des actions terroristes. Ça, nous ne l'accepterons pas. D'autre part, le ministre de l'Intérieur a manifestement voulu faire un exemple avec l'expulsion en urgence absolue de l'imam turc de Nantua qui avait affirmé il y a 4 jours à propos de l'exclusion de 4 élèves portant le voile que la loi d'Allah devait être suivie avant la loi française. Éric Lemasson. L'imam de Nantua, le voici, filmé à l'heure de la prière vendredi dernier dans la petite mosquée de Montréal-Lacluse. Hussein Konus, 59 ans, ne sera pas resté bien longtemps sur le territoire français.
Arrivé il y a 3 semaines d'Allemagne, ce religieux turc, originaire de la région d'Istanbul, semblait pourtant avoir déjà beaucoup d'influence auprès de certaines familles musulmanes de Nantua. Allah l'a recommandé dans le Coran. Les femmes doivent être couvertes pour être pures et présentables. Cette application à la lettre du Coran ne posait pas de problème à Nantua jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à l'exclusion de 4 lycéennes refusant de quitter le voile en classe. Explication de l'imam Conus au Figaro, la loi d'Allah doit être suivie avant la loi française. C'est à la lecture de ces déclarations que le ministre de l'Intérieur a décidé d'expulser Hussein Conus. Procédure d'urgence absolue, a décidé Charles Pasqua, c'est-à-dire en raison d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État. Une phrase de trop donc pour l'imam de Nantua, interpellé ce matin, immédiatement conduit dans un avion à Genève en direction de la Turquie. En Algérie, 6 douaniers ont été égorgés par des hommes armés qui ont réussi à s'enfuir. Selon un décompte officieux établi par l'agence France-Presse, plus de 1800 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements en Algérie entre islamistes et forces de l'ordre ou encore dans des attentats attribués aux islamistes. La rafle des islamistes en France fait bien sûr la une des quotidiens algériens où les autorités, tout en se félicitant de l'avertissement donné aux fils, semblent redouter des représailles. Quel est l'état d'esprit de la communauté française là-bas? Réponse avec cette correspondance téléphonique de notre confrère de l'AFP. La vaste opération lancée hier par la police française dans les milieux islamistes a provoqué ici un net regain d'inquiétude. Risque d'escalade, crainte d'être la cible de représailles. Ceux qui n'ont pas encore décidé de partir ont peur d'une nouvelle confrontation dont ils pensent être les prochaines victimes. Après avoir eu un peu de répit ces derniers jours, les Français se sentent aujourd'hui à nouveau en première ligne. Un des représentants des Français en Algérie a estimé que dans ces conditions, les départs des familles allaient se poursuivre. Au lycée, l'heure est aux adieux. Plus de la moitié des élèves français est déjà partie, imités par les élèves de la communauté européenne. Dans ce contexte délicat, il nous a paru intéressant de vous faire entendre le témoignage d'un homme particulièrement en situation. Un Algérien qui vit en France depuis 17 ans maintenant. Après avoir combattu pour l'indépendance de son pays, il avait rapidement pris ses distances avec le système de parti unique du FLN et il a même été emprisonné en Algérie pour ses idées. Cet Algérien qui vit actuellement à Lyon est un théologien de l'islam et il lutte précisément contre la récupération politique de la crise économique en Algérie par les intégristes. Un témoignage éclairant recueilli par Françoise Vallée et Jean-Pascal Bublex. C'est à Médine que mon fils, en 1990, va rencontrer à l'université des jeunes de Vaux-en-Velin, des jeunes de La Courneuve, des jeunes de Villefranche, des Algériens, direction l'Afghanistan. Aujourd'hui, le retour se fait, bien entendu, par la France, par l'Europe et par un pays frontalier de l'Algérie, que je nommerai pas. Louaifi Benaoun est issu d'une grande famille de théologiens de la région de Mascara, en Algérie. Combattant de la LN, il prendra ses distances avec le gouvernement de Boumedienne en se prononçant contre un parti unique et contre la centralisation à outrance du pouvoir en Algérie. Exilé en France, il collabore avec la presse algérienne pour dénoncer l'organisation des intégristes. Une organisation internationale, selon lui, qui recrute dans tous les quartiers où les jeunes n'ont plus d'espoir. L'imam qui leur dit tout simplement « je suis contre la corruption, je suis contre l'Occident, je suis contre ceci », eh bien il l'écoute. C'est le discours. C'est le discours. On trouve ça chez Le Pen. C'est le même fonds de commerce. Alors, c'est le fonds de commerce de tous les extrémistes. À votre avis, quelle est l'ampleur du mouvement intégriste en France? Les islamistes en France, même en Europe, hein, c'est petit. C'est petit. Tout simplement, il faut un grand travail. Et ce travail ne porte pas, à l'heure actuelle, sur les 3,5 millions que compte la France en musulmans, je pense qu'il y a peut-être à peu près 1000 ou 2000 sympathisants, non pas du fils, mais qui ont des problèmes. Il ne faut pas en avoir peur. La meilleure façon de les combattre, c'est avec le Coran, mais la vraie interprétation du Coran. C'est celui qui dit « La ikraha fid din », point de violence en religion. C'est celui qui dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ». Cela veut dire tout simplement l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, ça existe dans le Coran. C'est la liberté d'expression, la liberté de l'homme. Dans nos précédents journaux télévisés, nous avons déjà plusieurs fois évoqué la grave mésaventure survenue à un homme d'affaires français
retenu de force en Arabie Saoudite pour une sombre histoire de contrat commercial non respecté. Une équipe de France 3 a pu le rencontrer là-bas. Commentaire Olivier Lenouza. Jacky Ducouret est retenu depuis 3 mois en Arabie Saoudite. Il ne peut sortir du pays, son passeport lui a été retiré le 8 août sur ordre de l'un des frères du roi. Jacky Ducouret travaille pour la société Maville, société qui a exécuté un contrat d'ameublement d'un palais pour le prince Michal. Mais le prince, qui se déclare mécontent de certains meubles, a alors retiré son passeport à Jacky Ducouret. Pour l'agent commercial français, les vraies raisons sont ailleurs. Le prince avait pris possession de son palais, il s'était rendu compte que tout lui convenait ou à peu près, il a simplement voulu récupérer 10% du montant du contrat. Et c'était le moment opportun pour lui de me prendre en otage. C'est ce qu'il a fait. Il m'a fait arrêter, on a gardé mon passeport, et après je suis devenu une monnaie d'échange pour récupérer 1 million de Saoudi Riyal, 10% du contrat. J'ai reçu de multiples menaces très précises qui m'ont dit que si je parlais, si j'avais une attitude critique à l'égard de qui que ce soit en Arabie Saoudite, je risquais une plainte au ministère de la Communication, et cette plainte pouvait se traduire immédiatement par un emprisonnement ou par quelque chose. Alors ces menaces viennent de qui précisément? Du prince lui-même. Jacky Ducouret, menacé, continue son travail en Arabie Saoudite. Le gouvernement français poursuit ses démarches auprès des autorités saoudiennes pour obtenir sa libération. À Dijon, au procès Villemain, la voix du corbeau a retenti ce matin dans la salle de la cour d'assises. Mais le mystère reste entier sur l'identité du délateur. Un épisode qui démontre en tout cas que l'enquête a été décidément bizarrement conduite, comme nous l'explique notre envoyé spécial, Dominique Verdeillan. Presque au complet. Aussi nombreux que les jurés, les 12 membres du clan Villemain. Seuls Marie-Ange Laroche et Muriel Boll sont absentes à cette réunion de famille hors du commun. Tous se retrouvent aux côtés de Christine. Jean-Marie, lui, les contemple à travers la vitre de son box. Le 13e n'est qu'une voix, celle du corbeau, pincée, nasillarde, inaudible. Il faut tendre l'oreille pour comprendre qu'il parle d'un deuxième bâtard dans la famille. Tous authentifient la voix comme étant celle qui les a poursuivis de sa haine. Une famille que Jean-Kerr a côtoyée comme journaliste à Paris Match. J'étais parti pour 5 jours, j'y suis resté 5 mois. Je ne suis pas un justicier, mais un journaliste d'investigation. Le couple Villemain parle de lui comme étant son détective. Quand Jean-Kerr nous a fait part de la déposition de Muriel, nous avons eu la sensation de voir Grégory partir avec Laroche, reconnaît Christine. Kerr, lui, se présente comme étant celui qui, plusieurs fois, a dissuadé Jean-Marie de passer à l'acte. J'ai alerté le juge Lambert, dit-il. C'était 14 jours avant l'assassinat de Laroche. Et le journaliste de laisser entendre à la barre que son enquête le ramenait souvent sur la piste de Laroche. Un corbeau non identifié par moultes experts, décelé introuvable le matin et qu'on retrouve en début d'après-midi. Un magistrat instructeur et des enquêteurs qui ne prennent pas au sérieux des menaces de mort. Un journaliste qui se mue en détective et en témoin à charge. Derrière ce procès se profile un autre enjeu, un examen de conscience général. Le trafic d'Air Inter a été perturbé par une nouvelle grève aujourd'hui à Orly où une vingtaine de vols ont été annulés, les autres ayant subi des retards d'1 heure environ. Reportage Pascal Gueulemer, Raymond Chaplard. À l'assaut des pistes, eux aussi. 3 semaines après ceux d'Air France, les grévistes d'Air Inter ont voulu bloquer les avions. Ceux des compagnies privées notamment, affrétés par Air Inter pour une journée. Une petite centaine de personnes, mais cela suffit. 3 vols seulement à l'heure de pointe, entre 6h et 9h. Tous les syndicats, sauf la CGC, appelaient à la grève. Pour protester contre cette concurrence promise par le gouvernement sur certaines lignes, une concurrence jugée déloyale. La concurrence à l'intérieur de la France aura pour conséquence que le service public sera impossible à assumer. Donc on sera contraint soit à cesser d'effectuer notre service public, soit à augmenter nos billets d'une manière considérable, ce qui lui ôtera tout intérêt. Et je voudrais bien savoir, avec la déréglementation, où on va. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune réponse et personne n'est capable de nous en donner, ou on ne veut pas nous en donner. Le trafic aérien a repris normalement dans la matinée. Une seule charge des forces de l'ordre aura suffi pour chasser les plus téméraires.
Repli stratégique dans l'aérogare et distribution de tracts aux passagers, des tracts qui reprennent d'ailleurs curieusement la lettre de démission de l'ex-PDG Jean-Cyril Spinetta qui refusait cette concurrence sans nouveaux moyens d'action. Ces moyens dont l'ancien président pensait ne pas en disposer, le nouveau président affirme qu'il en dispose, qu'il en a la volonté et qu'il en disposera, et donc il présentera l'ensemble de ces moyens dans un mois. Les grévistes demandent à voir. En attendant, ils ont voulu aussi en parler aux députés, mais il était plus difficile aujourd'hui d'atteindre l'Assemblée nationale que les pistes d'Orly. Parmi les nombreuses causes du malaise, Air Inter, on vient d'y faire allusion, la libéralisation du trafic aérien mondial et la confrontation à une concurrence plus ou moins sauvage. Exemple avec la ligne Paris-Nice. Reportage Valérie Hermite, Éric Monnier. Vous voulez partir sur notre vol? Oui. Je vous mets sur liste d'attente. Vous demandez à Air Inter s'ils veulent bien vous endosser au profit d'AOM. Paris-Nice, c'est un peu le laboratoire de la déréglementation aérienne. Si vous voulez, une ligne où on ne respecte plus rien, surtout pas la préséance d'Air Inter. Paris-Nice, c'était pourtant son joyau, sa liaison la plus rentable. Depuis 1991, Minerve, devenue AOM, lui dispute ses passagers et elle a déjà ses fans. C'est plus sympa. En quoi c'est plus sympa? On est bien reçu à bord, c'est gentil, tout, on vous offre à manger, à boire. Vous ne prenez plus des voleurs inter sur une nuit? Vous êtes obligé, je peux pas faire autrement. En général, on essaie de voler à OM. Pour éviter. Moi, je sais toujours AOM. L'expérience est concluante, elle a créé une certaine dynamique sur le marché entre Paris et Nice. Donc pour qu'elle puisse s'exercer, ça ne peut être effectivement que sur des lignes importantes. C'est pour ça que nous sommes candidats sur Orly-Marseille et Orly-Toulouse qui présentent des profils assez comparables à celui de Paris-Nice. Expérience concluante peut-être, mais toujours déficitaire. AOM espère arriver à l'équilibre à la fin de l'année. Air Inter, elle, se défend à sa manière, comme une grosse machine de guerre. Des avions plus petits, mais un vol toutes les heures pour conserver sa suprématie. Actuellement, nous faisons, bien entendu, 78% de part de marché. Donc on ne peut pas dire qu'on est en situation faible par rapport à notre concurrent. Au contraire, il est plutôt en situation faible par rapport à nous. Il n'a pas notre expérience. Air Inter a du mal à avouer ses craintes. 15 millions de francs de bénéfices sur Paris-Nice il y a 2 ans, 0 cette année. Et le ciel de France sera totalement ouvert à la concurrence en 1997. Les compressions d'emplois dans le secteur public, les dirigeants du groupe Thomson, qui emploient environ 18 000 salariés, viennent de rendre public leur plan social. La direction a remis sa copie à la baisse après les critiques formulées par Édouard Balladur. Explication Yannick Le Tranchant. Aucune entreprise publique ne sera admise à présenter un nouveau plan social qui ne comprendrait pas toutes les mesures prévues par la loi quinquennale destinées à éviter les licenciements. C'était en septembre dernier, le gouvernement réagit au fameux mercredi noir. Ce jour-là, plus de 13 000 emplois sont dans la balance, le secteur public est montré du doigt. Chez Thomson CSF, on retire le plan qui prévoit 1669 suppressions de postes. Aujourd'hui, nouvelle copie, revue et corrigée, avec une mesure au goût du jour. Les 18 000 salariés du groupe travailleront 37h20 au lieu de 38h30 par semaine, avec une baisse de salaire minime. Chômage partiel plus sévère, pour 1200 d'entre eux, il pourra aller jusqu'à 50% du temps de travail. Enfin, 820 pré-retraites sont programmées. Ce nouveau plan social vient d'être signé par la plupart des syndicats. C'est un ensemble de mesures pour conserver des effectifs dans l'entreprise, donc éviter que des gens se retrouvent au chômage. C'est la raison principale qui nous a fait signer. Thomson CSF, c'est 11,6 milliards de francs de résultats depuis 1988. C'est 1,5 milliard en 92. Donc il y avait largement le temps et l'argent pour engager une diversification de l'entreprise vers des produits d'électronique professionnelle civile qui permettent de préserver l'emploi. Grâce à Thomson, le gouvernement a trouvé son poisson pilote, un poisson pilote télécommandé avant l'adoption prochaine de la loi quinquennale sur l'emploi. Nouvelle rechute de la Bourse de Paris avec une baisse de 1,2% dans un marché entraîné entre autres par la dégringolade d'Euro Disney. Mickey a en effet annoncé aujourd'hui des pertes de 5,3 milliards de francs et l'action Euro Disney a plongé de 13%. Si l'on en croit un sondage Sofres publié par le Pèlerin Magazine, 84% des Français avouent que la télévision influe leurs achats, 82% leur mode de vie, 69% leur vote et 64% leur sortie.
La télé était au menu du Conseil des ministres ce matin avec l'examen du projet de loi élaboré par Alain Carignon, projet destiné à permettre la création de groupes susceptibles de concurrencer les géants américains ou japonais. Précision avec Patricia Charnelet. L'objectif est clair. Face à la concurrence internationale, il faut renforcer l'audiovisuel français, public et privé. Une nouvelle chaîne publique est donc créée, destinée à favoriser l'accès au savoir et à la formation. Diffusion automne 94 sur le 5e réseau avant les programmes d'Arte. Pour favoriser le développement de grands groupes de communication, un même actionnaire d'une chaîne pourra détenir 49% du capital contre 25% actuellement. Pour les radios, un même opérateur pourra développer ses réseaux pour toucher 120 millions d'auditeurs potentiels contre 30 actuellement. Les autorisations de continuer à émettre seront simplifiées pour les radios et pour les télévisions. Toutes ces mesures ne sont qu'une étape. Un deuxième projet de loi traitera au printemps du câble et du satellite, car dans ce domaine aussi il y a urgence. La France doit se donner les moyens industriels et financiers de résister aux assauts américains et japonais. Les dernières nouvelles du PAF, Dominique Albuy va quitter la direction générale de France 3 à partir du 1er décembre. Elle va prendre en main la gestion et la direction du centre Pompidou. France 2 a assigné TF1 en référé à la suite de la diffusion dans les journaux télévisés de la Une d'images exclusives tournées par notre caméraman Gilles Doblard lors de l'arrestation d'islamistes algériens. Information révélée par le Canard enchaîné et également par le Parisien, la Cour des comptes a mis sévèrement en cause la gestion de l'Agence française de lutte contre le sida. Cet après-midi, son nouveau directeur a tenu à répondre point par point à ces critiques. Reportage Marc Maisonneuve, Jean Corneille. Faire en sorte que change un certain nombre de comportements humains, officiellement, c'est la mission de l'Agence française de lutte contre le sida, et ce n'est pas franchement réussi d'après la Cour des comptes. En résumé, c'est la gabegie économique. Jeu des chaises musicales, 4 directeurs en 3 ans pour un salaire annuel de 560 000 francs, beaucoup plus que celui prévu pour la fonction par le ministère du Budget. Recours excessif à une publicité télévisée peu convaincante, 950 000 francs dépensés pour qu'un personnage séropositif apparaisse dans une série télé d'une chaîne privée. Et ne parlons pas des 100 000 préservatifs achetés par l'agence, totalement inutilisables puisqu'ils n'étaient pas aux normes françaises. À l'agence, le nouveau directeur n'est pas démesurément inquiet. L'avenir de l'agence ne se décide pas sur un rapport de la Cour des comptes qui signale quelques péchés de jeunesse de ces 2 premières années de fonctionnement, c'est-à-dire des années 90 et 91. Jean de Savigny minimise, il remplit son rôle. Reste la brochure toute récente à usage des dentistes, détruite parce que discriminatoire, coût 120 000 francs. Une goutte d'eau dans les 170 millions de francs du budget 93. Enfin, toujours actuelle, l'absence d'informations destinées aux toxicomanes ou aux immigrés, remarque la Cour des comptes. La FLS est un organisme à but non lucratif, un organisme d'État. Et l'obligation de résultat n'est peut-être pas encore entrée dans les mœurs de cette association. Notre spécialiste médical Jean-Daniel Flézaquier avait posé le problème dès notre journal de samedi soir. Face aux risques éventuels de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, l'Institut Pasteur-Mérieux vient d'annoncer aujourd'hui qu'il renonçait à prélever le placenta de femmes traitées avec des hormones de croissance d'origine humaine. Aux États-Unis, un événement passionne actuellement l'opinion publique. Un procès aussi spectaculaire que sordide mettant en prise un couple, la femme qui accuse son mari de viol, qui n'a pas hésité à trancher d'un coup de couteau le corps du délit. Récit Bruno Albin. Ils risquent tous deux 20 ans de prison. John Wayne Bobbitt, l'ancien marine, jugé pour viol sur la personne de son épouse Lorena un soir de beuverie, et Lorena elle-même qui s'est aussitôt fait justice en tranchant le pénis de son mari. La microchirurgie a fait un miracle, mais cette affaire de divorce a réouvert une blessure qui ne cicatrise pas. Ce procès touche à l'une des principales préoccupations de la société de notre temps, le comportement dans le mariage ou dans les relations sexuelles. Mais qu'a-t-il pu se passer dans la tête de Lorena Bobbitt? Pourquoi s'être emparée d'un couteau de cuisine? Parce que, dit-elle, son mari venait de la violer pour la seconde fois en une semaine. L'histoire de ce couple est une longue litanie de violences conjugales réciproques, ponctuée d'appels à police secours. Les médias sont à la fête, près du tribunal on vend des t-shirts imprimés pour l'occasion, mais les organisations les plus diverses parlent de drame et s'inquiètent de voir cette histoire traitée comme un fait divers plaisant. Les féministes, de leur côté, soulignent que le viol conjugal est un phénomène de plus en plus fréquent aux États-Unis. Les autres
du sexe opposé voient dans cette affaire la conséquence d'une attitude générale qui consiste à dénoncer les hommes comme les oppresseurs naturels des femmes. En Grande-Bretagne, au moins 10 touristes ont été tués et une trentaine blessés dans un accident de car. Récit de notre correspondant Christian Marimono. Le car de touristes américains roulait très vite, selon les premiers témoignages. La pluie, le vent qui soufflait en tempête dans cette région du Kent l'aurait déséquilibré. Après avoir percuté la barrière de sécurité de l'autoroute, le car s'est renversé à quelques mètres en contrebas. Bilan 10 morts, 36 blessés, dont 2 grièvement. Les premiers secouristes arrivés sur les lieux ont parlé de carnage. Plusieurs heures ont été nécessaires pour la désincarcération de certains blessés évacués par hélicoptère. Sous la violence du choc, plusieurs passagers ont été éjectés, d'autres sont morts écrasés par la masse de ferraille. Le Royal Automobile Club, comme le ministère des Transports britannique, ont demandé un renforcement de la législation européenne en matière de transport en commun, qui imposerait le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les cars de tourisme. Un bout de football pour combler ses déficits. Bernard Tapie cède ses actifs. Le Brésilien Paulo Futre vient de signer pour 3 ans dans un club italien de Reggiana, avant-dernier du classement. Et Marcel Desailly, dit-on, va signer très prochainement au Milan AC. Le prix aujourd'hui décerné par un jury de journalistes tout à fait prestigieux a été attribué à Milan Kundera pour son essai Les Testaments trahis, publié chez Gallimard. Parmi les ouvrages retenus dans la toute dernière sélection de ce jury, celui de mon confrère Jacques Merlino, Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire, chez Albin Michel. Une enquête au titre provocateur qui provoque déjà une belle polémique. Demain, 11 novembre, c'est une ancienne combattante hors du commun qui va être à l'honneur en Lorraine. Avant de laisser le soin à Gérard Dalmas de vous présenter Suzanne, juste une précision, les documents que vous allez voir sont tout à fait inédits. Il s'agit de films d'époque retrouvés dans un grenier par mon confrère. Tous derrière, elle devant. Qu'elle avait donc du courage, la petite Suzanne. Née à Paris 1890, elle débute dans ce décor à la Renoir en traversant des villages de la Meuse. Mais l'orage gronde, foudre de poudre, montée au sacrifice, guerre industrielle, glaise des corps dans l'enfer sur terre. 1916, Verdun, on ne passe pas. Notre état-major renverse la vapeur, la pression du Kaiser, du Kronprinz. La route, Bar-le-Duc-Verdun, la voie sacrée selon Barès, devient cordon ombilical de la bataille. 4 mois jusqu'à 600 000 Français. Milliers de camions, jour et nuit, parfois toutes les 14 secondes. Le rail doit doubler la Noria. Suzanne va y gagner sa place dans l'histoire. Cicatrice du paysage qui se souvient, l'ancien tracé est parfois parallèle avec les bornes au casque. 1914, la petite nouvelle de la compagnie meusienne, à voie métrique, mène un parcours provincial à un train de cyclistes sur les 78 km Bar-le-Duc-Verdun. Des dizaines de gares, de passages à niveau, de ponts, tout le monde l'attend, la Suzanne, tout le monde la salue. Ne porte-t-elle pas le prénom de la petite fille de M. Varino, l'un des fondateurs du réseau? Justement, votre réseau m'intéresse, décrète l'armée française. Suzanne est appelée sur les drapeaux. Mission, ravitailler Verdun à l'aller, revenir avec les blessés. Elles seront 150 locomotives mobilisées, une seule rescapée, Suzanne. Le maréchal Joffre, le général Mangin et même le grand chef Pétain ne lui décernent pas de Légion d'honneur. Pourtant, 1000 fois la bête humaine a failli se faire trouer la chaudière. Sur la ligne, parfois un convoi toutes les 5 minutes. 1941, l'héroïne est contrainte au STO sur le mur de l'Atlantique, puis elle rouille, se laisse mourir. Ses grands yeux tristes ne peuvent laisser indifférent le syndicat d'initiative de Bar-le-Duc. Suzanne redevient barisienne. Classée monument historique en 91, la gamine va sur ses 104 ans, Suzanne retrouve une seconde jeunesse dans cette clinique du métal, LEP de Bar-le-Duc. Sans doute 20 000 heures de travail pour une restauration complète par ses amoureux, les passionnés des petits trains lorrains. Suzanne la meurtrie a traversé la tragédie de la voie sacrée. Elle brûle de connaître maintenant une seconde vie avec une prochaine remise en vapeur sur 15 km de son ancien tracé. L'anniversaire de Verdun serait idéal. Le titre est déjà trouvé. 1996, Suzanne, le retour. Demain 11 novembre, Gérard Leclerc recevra à 7h50 l'historien Pierre Miquel. Un mot de l'opération Solidarité Corse, la barre des 3 millions de francs de promesses de dons a été dépassée. Plus de 6 800 appels ont été enregistrés par mes confrères qui avaient organisé cette opération.
Après votre téléfilm du mercredi, 9e chronique de l'hôpital d'Armentières, signé Daniel Carlin. Vers 23h30, le dernier journal, en compagnie de Catherine Sellac. Bonne fête au Léon et bon anniversaire à François Perrier, 74 ans aujourd'hui. Dans quelques minutes, le loto, la météo, signé Sophie Davant, avec des pluies des Pyrénées aux Alpes. Et avant le grand pont du 11 novembre, notre point route en compagnie de Valérie Maurice. À demain 20h, excellente soirée. Merci.